Bienvenue dans French Baratin avec Sybille, Raphaël et Cécile. Cette semaine, c'est la rentrée scolaire et pour l'occasion, on va parler des enseignants français. Il faut savoir que depuis plusieurs années, l'éducation nationale a énormément de mal à recruter ses profs. Et oui, de moins en moins de personnes veulent faire ce métier. Il y a un an, j'ai lu un article qui expliquait ce phénomène, la crise de vocation des profs. Et ces mots m'ont vraiment mise en colère. Rappelons-le, une vocation, c'est quand on se sent fait pour un métier, comme s'il nous appelait. On parle aussi de métier passion. Et j'ai eu envie de consacrer un épisode à ce sujet, car il me touche particulièrement. J'ai toujours pensé que ma vocation était l'enseignement. Donc un jour, je suis devenue prof dans un collège-lycée. Mais après 2 ans seulement, j'ai décidé d'arrêter. Est-ce que moi aussi, j'avais perdu la vocation ? Je ne pense pas. Mon amour pour l'enseignement était resté intact, mais les conditions de travail étaient devenues tout simplement trop dures. Beaucoup demandent une revalorisation des salaires, donc de gagner plus. Et dans cet épisode, avec Raphaël et Sybille, nous allons nous demander si cela peut suffire à tout régler. Alors, vous êtes prêts, Raphaël et Sybille, pour tester vos connaissances sur la situation des enseignants en France ? Oui. Oui. Super. Alors, première question, pour comprendre un petit peu l'étendue du problème, c'est combien de postes d'enseignants n'ont pas été pourvus l'année dernière, donc à la rentrée 2022. Alors, moi, je n'ai pas vu le chiffre. Je peux essayer de faire une estimation. Je sais qu'en France, il y a presque 900 000 enseignants. Waouh. Donc, peut-être que 20 000 postes n'ont pas été pourvus. Ouais, moi je suis parti du même chiffre de 900 000 étudiants, 900 000 enseignants et je me suis dit plutôt 30 000, mais bon voilà, c'est dans ces eaux-là quoi. Eh ben on commence, on va dire, l'épisode sur une bonne note, puisqu'en fait, il y a beaucoup moins de postes qui ne sont pas pourvus, puisqu'en fait, il y avait 24 000 places d'enseignants en 2022 à pourvoir, et 4 000 parmi ces 24 000 places n'ont pas été pourvues. Ah oui, c'est les nouveaux profs qui passent des concours ou qu'on essaye de recruter d'une manière ou d'une autre. Exactement, tout à fait. Donc c'est 1/6 en fait des postes qui étaient disponibles qui n'ont pas été pris, on va dire, par les candidats, effectivement. Voilà. C'est plutôt, finalement, par rapport aux chiffres donnés, je trouve que c'est plutôt positif. Oui, mais 1/6, c'est beaucoup. Oui, 1/6 des postes, effectivement, c'est beaucoup, tout à fait. Et on en parlera tout à l'heure, justement, des raisons qui poussent les candidats, justement, à ne pas essayer de pourvoir ces postes d'enseignants. Ok, parfait. Question numéro 2. Où se situe le salaire des enseignants français par rapport à leurs collègues de l'OCDE ? Donc l'Organisation de coopération et de développement économique. Est-ce que vous avez une idée ? Moi, je dirais autour de la moyenne à peu près, avec un salaire de base plus bas, mais avec tout ce qui est prime, etc., en moyenne un petit peu plus élevé. Ok. Alors moi, j'avais vu C'est ce que j'avais vu. Plutôt que c'était en dessous, mais peut-être que ça ne prenait pas en compte les primes. Et que c'était 10% en dessous de la moyenne en début de carrière, mais jusqu'à 20% en dessous de la moyenne des salaires de l'OCDE au bout de 15 ans. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est 20% au bout de 15 ans d'expérience par rapport à leurs collègues de l'OCDE. Et en début de carrière, en fait, on est juste au-dessus du SMIC. Donc c'est quand même très bas. Donc le SMIC, c'est le salaire minimum en France. Et en fait, on se rend compte, si on tient compte de l'inflation, que ça fait 20 ans que le salaire baisse chez les enseignants. Voilà. Donc, on est au-dessous de ce qui se passe pour nos collègues de l'OCDE, donc en dehors de nos frontières françaises. Super. Donc, 3e question. Parmi les profs, quel pourcentage pense recevoir de la reconnaissance ? Donc quand je parle de reconnaissance, c'est au sens large, que ça soit de l'institution, des parents, du grand public, etc. Est-ce que vous avez une idée ?
Alors, je pense que c'est une question très compliquée parce que on peut à la fois ressentir de la reconnaissance d'une part de la société et pas d'une autre part. Mhm. Donc, je ne sais pas très bien comment ça a été calculé, mais je dirais complètement au hasard 20%. Alors moi j'ai regardé une émission d'Arte en préparation de l'épisode et moi j'ai entendu du coup le chiffre de 6% en France et de un quart dans l'ensemble de l'OCDE, des profs qui se sentent valorisés en fait. C'est effectivement le chiffre de 6% et apparemment au niveau européen, on serait davantage à 30% de reconnaissance. Donc les enseignants français se sentent bien moins reconnus, encore une fois, que leurs collègues européens. Donc la différence est assez importante. Et en fait, ce que seulement 5 enseignants sur 100 se sentent reconnus, c'est très 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 bas. Et donc c'est là où on se dit que c'est inquiétant, sachant que par le passé, la profession, le métier d'enseignant était comme un notable, donc une personne justement assez bien vue par la société. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé au niveau politique. Donc depuis 1958, combien de ministres de l'éducation se sont succédés ? Alors moi j'ai fait un peu une sorte d'estimation en fait. En fait on a eu 8 présidents de la République depuis le début de la Ve République, avec plusieurs gouvernements dans chaque présidence quoi. Et du coup je me suis dit peut-être une quarantaine. Ouais, moi je fais le même calcul que Raphaël, sauf que j'étais un peu plus optimiste, je me suis dit une trentaine, mais c'est vrai que c'est un des postes les plus difficiles à tenir. On est entre les deux, on est à 33. 33 ministres, donc en fait il y a 14 ministres qui sont restés moins d'1 an et 13 ministres qui sont restés moins de 2 ans. Et donc le reste forcément qui est resté un petit peu plus. Donc en fait c'est là où on voit la difficulté à mettre en place des mesures et une cohérence pédagogique sur du long terme, puisque si tous les ans ou 2 ans ça change, forcément ça peut faire un petit peu tourner la tête de nos chers enseignants qui doivent respecter ce qui est prescrit. Donc voilà. Et enfin, dernière question, à votre avis, quel pourcentage souffre de burn-out ? Donc burn-out, c'est un mot anglais pour dire épuisement professionnel. Et donc là, on parle de charge de travail, notamment. À votre avis, est-ce que vous avez... Sachant que, je vous donne un indice, dans les autres professions, on est environ à 10% de sentiment d'épuisement professionnel. J'ai pas trop d'idées. Alors, je dirais 20%, le double. Ouais, quasiment. On est à 17% des enseignants qui ressentent un sentiment d'épuisement professionnel. Et ça me fait penser d'ailleurs, je me rappelle quand j'étais encore avec des jeunes enseignants, on nous avait demandé, c'était notre première année, on nous avait demandé quel est le sentiment premier. On faisait un nuage de mots. Et on nous avait demandé quel est le sentiment premier qui vous vient en ce moment. Donc on était à la fin de l'année scolaire et donc c'était avec des enseignants écossais. Et le mot le plus gros qui ressortait, c'était overwhelmed, donc submergé. Et je trouvais ça assez inquiétant parce que la solution qu'on nous donnait, c'était des rendez-vous à tarif préférentiel chez le psy. Et j'avais trouvé ça rien à voir génial. D'ailleurs. En plus, et justement, c'était vraiment ce côté de pansement sur une jambe de bois que je trouvais assez intéressant. Et là, quand j'ai vu ces chiffres, quand j'ai préparé l'épisode, je me suis dit, ça m'étonne pas si ce sont les solutions qu'ils proposent. Et donc, du coup, par ce petit quiz que vous avez plutôt bien réussi, je dois dire, en fait, on se rend compte que des raisons, on va en parler plus tard, mais justement, certaines des raisons qui poussent les personnes à ne pas devenir enseignants, c'est notamment des problématiques de salaire, des problématiques de reconnaissance, des problématiques de cohérence pédagogique au sein du ministère, et enfin, une charge de travail. Donc, il y en a d'autres, mais c'était pour donner un petit avant-goût de l'épisode
qui se promet d'être très joyeux sur la situation éducative en France. Alors, pour continuer, je vais vous demander, vous, quelle est votre expérience en termes d'enseignement? Et donc, à Sybille, je vais poser la question en tant que, du coup, enseignante, et à Raphaël sur vraiment ce que tu pensais peut-être de la situation des enseignants avant de connaître des enseignants dans ton cercle très proche, justement de voir qu'est-ce qui a peut-être changé ou pas et de quoi tu t'es rendu compte. Alors, Sybille, à toi de commencer. Pourquoi es-tu devenue enseignante et quelle a été ton expérience suite à ça? Pourquoi j'ai choisi le métier d'enseignante? On peut dire que j'ai toujours aimé enseigner puisque quand j'étais petite, je faisais la classe à mes peluches. J'avais d'ailleurs des élèves assez difficiles, en particulier un écureuil. Mais ça m'a pas découragée. Je continuais à leur enseigner les bases du français, les bases des mathématiques. Voilà. Donc j'avais quand même ce goût de la transmission. Mais c'est vrai que je ne suis pas devenue enseignante en ayant choisi ce métier à proprement parler. Puisqu'en fait, j'ai passé un des concours qu'on peut passer en France pour devenir enseignant, qui s'appelle l'agrégation, avant tout parce qu'on me le demandait pour faire une thèse. Et moi, ce que je voulais avant tout, c'était de faire de la recherche, même si j'aimais quand même l'idée d'enseigner, donc ça ne me dérangeait pas en quelque sorte. Et il vaut mieux que ça ne dérange pas parce que c'est un concours assez difficile. Voilà, donc j'ai passé ce concours qui a fait de moi une fonctionnaire, une enseignante de l'éducation nationale et qui m'a permis aussi de commencer une thèse puisque là où je faisais ma thèse à Sciences Po, on me demandait d'avoir cette agrégation comme une sorte de garantie en fait pour avoir un métier à l'issue de la thèse en histoire. Donc j'avais quand même un enthousiasme pour être professeur que j'ai développé pendant ma thèse parce que là j'ai eu la chance d'enseigner à des étudiants et des étudiantes dans l'enseignement supérieur et c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré et c'est vers la fin de ma thèse que j'ai eu ma première affectation en lycée en région parisienne et là ça a été une expérience vraiment avec des hauts et des bas. J'ai eu des élèves très sympathiques. J'ai vraiment eu un grand plaisir à leur faire comprendre des choses, mais j'ai aussi eu des classes très difficiles, surtout pour une première année en lycée. Par exemple, alors pas des élèves qui étaient méchants, hein, ils étaient très gentils, mais ils étaient très peu attentifs. J'en avais un, par exemple, que j'appelais dans ma tête l'élève itinérant, donc l'élève qui se déplace, parce que je le voyais à un endroit de la classe. J'expliquais 2-3 trucs, je me retournais, il était à l'autre bout de la classe. Donc je ne comprenais pas, et lui d'ailleurs n'avait pas de mauvaises intentions, mais il n'arrivait pas à rester en place. Donc c'est un exemple parmi vraiment beaucoup. Et donc voilà, j'ai subi absolument aucune violence, il n'y a rien eu de dramatique, mais cet aspect gestion de classe a été assez difficile pour moi parce que moi, mes élèves, ils me faisaient rire, j'ai trouvé sympa et j'avais vraiment du mal à être très ferme avec eux et à pouvoir réguler leur bavardage et leur excès d'énergie. Et l'autre chose aussi qui m'a beaucoup marquée pendant cette année en lycée, c'est aussi que j'avais l'impression d'enseigner des choses, donc l'histoire et la géographie, à des élèves qui n'avaient pas forcément envie d'être là et qui ne comprenaient pas le sens de l'enseignement, même si j'essayais de leur transmettre le plaisir d'apprendre. J'en ai un, par exemple, qui m'a demandé à un moment donné « Mais madame, est-ce que vous avez tout ça dans votre tête ?» Et alors moi, je lui ai dit... un peu en mentant, mais je lui ai dit oui, bien sûr, j'ai toutes ces informations dans ma tête. Et il m'a dit, mais ça vous sert à quoi? Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'avais beaucoup l'impression de dépenser énormément d'énergie et c'est vrai que moi aussi c'était vraiment la fatigue qui ressortait de mes journées. J'étais pas malheureuse mais j'étais épuisée et je ne comprenais pas toujours le sens de ce que je faisais parce que j'avais l'impression d'infliger un savoir à des élèves qui n'en voulaient pas forcément. Et donc à l'issue de cette année en lycée, j'ai eu la chance de pouvoir enseigner encore 1 an à l'université, ce que j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai choisi de devenir chercheuse indépendante et de continuer l'enseignement de manière ponctuelle dans le supérieur, mais pas de continuer une carrière au lycée ou au collège parce que ça ne me semblait pas du tout correspondre à mes envies et à ce que je voulais pour la suite. Et toi, Cécile, alors, parce que tu as une expérience
un peu similaire à la mienne. Tu as aussi eu une expérience dans le secondaire. Oui, tout à fait. Alors déjà, moi, j'avais un terreau un peu fertile parce que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient dans l'enseignement. Donc forcément, c'est souvent un métier de passionné qui transmet forcément cette passion. Et donc, c'est arrivé jusqu'à moi. Et donc, j'ai toujours voulu être prof. J'ai toujours voulu transmettre, un petit peu comme toi, Sybille, quand tu parlais. Alors, je me rappelle pas d'avoir eu un élève difficile comme l'écureuil. Mais par contre, je me rappelle récupérer tous les bouquins de ma mère en primaire pour essayer de faire mes leçons de maths pour mes élèves fictifs. Et c'est vrai que j'ai toujours aidé mes copains de classe dès qu'il y avait des soucis. J'essayais de leur faire cours quand ils n'avaient pas compris eux-mêmes le cours. Et c'est plus tard, en fait, où j'ai découvert, quand j'étais en Angleterre pour Erasmus, l'enseignement du français, puisque je me suis retrouvée assistante dans un lycée. Et j'ai adoré. Et donc, j'ai décidé un jour de devenir prof de français. Et du coup, c'est il y a quelques années que je suis devenue prof de français dans un collège-lycée en Écosse. Donc moi, je n'ai pas eu l'expérience comme Sybille de l'éducation nationale française. Moi, j'ai eu l'expérience du coup au Royaume-Uni. Et on va voir qu'il y a des choses qui sont quand même similaires. Et moi, ce qui m'a marqué, alors déjà, c'est que pour les collégiens que j'ai eus, c'est que eux, ça commence en 5e, et en 5e et 4e, ils ne choisissent pas leur matière. Et le français était clairement pas une matière qu'ils trouvaient utile, puisqu'ils parlaient anglais et donc étaient capables de parler en fait à tous les gens du monde qui parlaient eux-mêmes cette langue. Et c'est seulement à partir de la 3e où ils choisissaient leur matière que j'avais des élèves passionnés. Et ça changeait toute l'expérience pour l'enseignant, puisque j'avais littéralement des heures terribles avec les classes qui ne choisissaient pas la langue, et des heures magnifiques avec des enfants qui voulaient apprendre. Et c'était assez perturbant d'avoir vraiment ces deux expériences complètement antinomiques finalement, qui étaient très très différentes. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la charge de travail, puisque j'avais l'impression... je travaillais, je pense, à peu près 70 heures par semaine. Je faisais que ça. Au Royaume-Uni, on a plus d'heures de cours qu'en France. Et du coup, ça demande forcément du temps de préparation. Et comme les niveaux sont très différents entre les élèves, ça demande ce qu'on appelle de la différenciation, donc de faire des cours qui sont adaptés à chaque niveau. Et donc forcément, ça rajoute du temps de préparation. Je me rappelle que pour une classe, je crois que c'était une classe de 4e, on avait un peu comme l'âge que ces élèves avaient dans le domaine de la lecture. Donc on leur a attribué une sorte d'âge en fonction de leurs compétences. Et dans ma classe, j'avais des élèves qui avaient un âge de lecture de 5 ans et d'autres élèves qui avaient un âge de lecture de 17 ans. Et forcément, quand on doit faire cours à toute cette variété d'âges finalement, en termes de maturité, de compétences dans les différentes matières, c'est pas évident. Et en plus, forcément, des préparations, il y avait tout ce qui était correction, tout ce qui était administratif, réunion, bulletin, formation, participation à la vie de l'école, enfin, ça n'arrêtait pas. Et je voyais notamment mes colocs avec qui je vivais qui n'avaient pas du tout la même vie que moi, puisque elle, à 16 heures, c'était terminé. Et moi, je finissais souvent à 23 heures à peu près. Et sinon, ce qui a été vraiment dur, c'est alors, ce que tu disais aussi, Sybille, sur la gestion de la classe. Et par contre, j'avais des élèves très sympas, mais qui vivaient donc dans des situations assez difficiles. Et ça créait des problèmes de discipline parfois assez graves. Et ça allait de l'insulte à la menace, et où on se sent pas forcément en sécurité, même avec des enfants qui ne sont forcément pas très grands, mais quand même, et où on avait notamment parfois la police qui était obligée d'intervenir dans certains cas. Et en fait, pour le coup, on parlait de burn-out tout à l'heure, ou d'épuisement professionnel. Je pense qu'à la fin de cette expérience, c'était un peu ça le sentiment que j'avais, cette impression de pouvoir bien faire, de vouloir bien faire, mais de pas pouvoir,
parce que les conditions n'étaient pas réunies entre le nombre d'élèves, les différents handicaps, pardon, et la charge de travail qui nous incombait en plus. Donc voilà. Et c'est suite à ça, on m'a proposé un poste justement d'éditrice dans le secteur scolaire. Et une des raisons pour laquelle j'ai dit oui, c'était vraiment en fait d'avoir le temps de faire bien les choses et pas d'enchaîner systématiquement 1 heure de cours, une autre heure, sans avoir le temps de réfléchir pour pouvoir faire des cours pas parfaits, mais en tout cas qui soient efficaces pour les enfants en face de moi. Voilà. Mais je continue quand même à donner des cours de français, mais effectivement pas dans ce système, dans le système de l'éducation nationale. Voilà, pour cette petite expérience. Et toi, Raphaël, alors, quel était ton avant-après ? Oui, effectivement, enfin, il n'y a pas eu vraiment de différence majeure, mais c'est vrai qu'avant que je rencontre des profs, évidemment, en tant qu'ado à l'école, enfin au collège, lycée, on vit bien des situations compliquées parfois dans les salles de classe, avec des tensions avec les profs, etc. Et il y a certains profs qu'on n'aime pas, des élèves des camarades qui sont vraiment pas sympas avec certains profs, et je me disais que moi je voudrais pas être de l'autre côté de cette dynamique, quoi. Et donc ça me donnait pas du tout envie d'être prof. Et plus tard, ce que je me disais, ça a été confirmé finalement par ce que j'ai entendu dire par mes amis profs, et ce que vous venez de dire représente bien ce que je pensais déjà avant, quoi. Alors justement, est-ce que vous pensez, on va pouvoir commencer le débat, est-ce que vous pensez qu'il y a une crise des vocations parmi les profs ? Alors moi, je pense pas du tout qu'il y ait en soi une crise des vocations. Le goût de transmettre et d'enseigner existe toujours, et je me disais, on le voit d'autant plus qu'il y a de plus en plus de chaînes YouTube où des personnes qui ne sont pas forcément profs essayent de transmettre des contenus, essayent de transmettre leurs connaissances. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui aiment enseigner d'une façon ou d'une autre. Donc, il n'y a pas vraiment de perte de vocation. Par contre, il y a tout un ensemble d'autres problèmes. Oui, je pense que effectivement, les personnes qui auraient envie d'être profs sont plus réticentes à se lancer, parce qu'ils savent justement, en raison des conditions de travail, ils savent que les salaires ne seront pas les bons, que les conditions de travail sont mauvaises, etc. Je pense que c'est plus de là que vient un peu les difficultés de recrutement finalement. Et est-ce que vous pensez que si on augmentait les salaires des enseignants en France, est-ce que ça serait suffisant pour stopper la crise d'attractivité dont souffre l'éducation nationale en ce moment ? Moi, je pense pas que ce sera suffisant. Je pense que c'est nécessaire parce que les enseignants actuellement ne gagnent pas suffisamment par rapport au niveau de vie en France, et que ça peut effectivement peut-être... c'est comme tu disais tout à l'heure, Cécile, c'est un pansement sur une jambe de bois, un petit peu. Ça permettrait vite fait d'améliorer là, dans l'immédiat, une situation qui est mauvaise, mais c'est surtout sur les conditions de travail qu'il faut agir, à mon avis. Moi, je pense que le salaire peut jouer quand même un rôle très important, même si je suis tout à fait d'accord pour dire que les conditions de travail sont aussi cruciales. Mais surtout, dans l'immédiat en France, dans la situation actuelle, la hausse de revenus des enseignants qui est prévue par le ministère ne sera pas suffisante, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est surtout que ce dont on parle concrètement, ça va pas suffire, parce que actuellement, justement, il est prévu là pour la rentrée en septembre 2023 une hausse des revenus des enseignants qui a été annoncée entre 100 et 250 euros par mois.
Mais en réalité, il faut savoir qu'il s'agit de primes et pas vraiment de salaire, et donc ça ne va pas compter pour la retraite. Et surtout, à partir des données plus précises qui ont été envoyées aux enseignants, les syndicats ont calculé que pour certains, ce ne serait même pas 100 euros, ce serait plutôt autour de 90 euros. Donc voilà, déjà, il y a un problème de communication qui exagère le geste fait envers les professeurs. Et il y a surtout un problème qui est lié au fait que la hausse qui est prévue ne couvre pas l'inflation. Donc en fait, en réalité, le pouvoir d'achat ne va pas augmenter, il va même plutôt continuer encore à baisser, même si moins fort que s'il n'y avait pas cette augmentation. L'autre mesure qui est prévue par le ministère de l'Éducation nationale, c'est ce qu'ils ont appelé le pacte enseignant. Et c'est l'idée que les professeurs pourraient travailler encore plus et gagner, alors ils ont dit jusqu'à 500 euros par mois, mais de la même façon, dans les emails qui ont été envoyés aux enseignants, il s'est avéré que c'était plutôt autour de 350 euros bruts par mois. Et ça pour faire des tâches en plus, ce qui n'est pas du tout cohérent avec le statut de fonctionnaire qu'ont normalement la plupart des professeurs en France. Et surtout, c'est pas du tout réaliste quand on sait que la moitié des enseignants en France travaillent au moins 43 heures par semaine. Alors qu'en France, normalement, le temps de travail, c'est 35 heures. Voilà, donc en fait, moi, je pense que le salaire, c'est quand même un levier très, très important pour attirer plus de personnes vers ce métier, pour que ce soit un salaire qui paraisse attractif, même si on a 5 ans d'études, parce qu'il faut 5 ans d'études en France pour devenir professeur, mais qu'aujourd'hui, les mesures qui sont prévues, elles ne sont pas du tout à la hauteur de la perte de pouvoir d'achat qui a été subie, dont on a déjà parlé. Et comme le disait la secrétaire générale du SNES, qui est le syndicat principal pour les enseignants en France. Donc cette secrétaire générale s'appelle Sophie Vénétité et je l'ai entendue dans une émission de radio où elle disait que les petites mesures d'augmentation des revenus des professeurs qui étaient prévues actuellement, c'était comme si on essayait de remonter un escalator qui descend. Donc vous voyez l'image, c'est l'idée que le pouvoir d'achat ne fait que baisser et on essaye très péniblement de remonter, mais c'est absolument impossible de remonter un escalator qui descend. Donc non, je pense effectivement qu'aujourd'hui, les mesures qui sont prévues pour augmenter les revenus des professeurs ne suffiront pas à rendre de nouveau cette profession attractive. Moi, ce qui me perturbe un petit peu, c'est quand on dit justement travailler plus pour gagner plus, alors qu'on voit que les enseignants souffrent dans presque 20% des cas d'épuisement professionnel et que depuis du coup un certain nombre d'années, on a rajouté du travail aux enseignants, notamment tout ce qui est travail administratif et aussi en termes de formation. On a rajouté un temps de formation continue qui est certes louable, mais quand on vient de faire une journée où on a terminé les cours à 17h voire plus et qu'on doit, la journée n'est pas terminée, il faut faire des réunions, faire des formations et ensuite le soir, parce que il y a bien un temps où il faut préparer ses cours, c'est à quel moment on travaille plus et quel enseignant on veut devant ses élèves. Est-ce qu'on veut un enseignant épuisé? Et on sait très bien qu'en plus la gestion de classe, la gestion de la discipline n'est pas forcément évidente en ce moment. Et c'est ça. Alors je sais qu'il y a la réputation en France que les enseignants sont des feignants, qui finissent tôt la journée, qui n'ont pas cours pour certains le mercredi, donc pour ceux qui sont à l'école primaire et maternelle, qui sont toujours... qu'ils ont un métier entre guillemets facile parce qu'on ne considère que les heures où ils sont devant les élèves. Et en fait, c'est un métier, alors en tout cas de par mon expérience à moi et de l'expérience que j'ai vue en voyant mes parents quand j'étais enfant, c'est qu'ils travaillent beaucoup parce que s'ils veulent proposer un cours de qualité, ils n'ont pas le choix que de préparer. Et moi, de tous les métiers que j'ai fait, c'est vraiment celui justement qui était le plus fatigant. Et même s'il y avait plus de vacances, finalement, c'était comme un moment nécessaire pour dormir, reprendre de l'énergie et repartir. Alors que dans d'autres métiers, en France, on a 5 semaines minimum de congés payés quand on est salarié. Et finalement, c'est bien plus que les 12 semaines qu'on peut avoir, je crois, quand on est prof, en termes de ressenti, j'entends.
Mmh. Oui, je suis tout à fait d'accord, qu'il y a un écart énorme entre la façon dont ceux qui ne connaissent pas de professeurs, voient le métier d'enseignant et la façon dont les professeurs voient leur propre métier. Effectivement, on le voit justement, en ce moment avec la rentrée, dans les commentaires sous les articles qui parlent justement de cette hausse du salaire des enseignants. Il y a encore beaucoup de gens qui disent: «Oui, mais ils sont toujours en vacances, ils travaillent que 18 heures», parce que 18 heures, c'est le nombre d'heures qui est passé face à une classe par un professeur certifié, donc qui a le CAPES, qui est un autre concours de l'enseignement, Secondaire. et 15 heures pour ceux qui ont l'agrégation comme moi, donc ça paraît encore plus scandaleux, mais en réalité, oui, on l'a dit tout à l'heure, la plupart travaillent bien plus que 35 heures par semaine. Et surtout, je trouve que, comme tu dis, c'est un travail très fatigant parce qu'on doit être absolument mobilisé. C'est comme si on était un humoriste, sauf que c'est moins drôle, face à une classe, face à un public qui doit se donner à fond pendant toute l'heure, et ça, plusieurs heures par jour. Or, on n'imagine pas demander à un acteur de faire sa pièce toute la journée, quoi. Je me rappelle, il y avait un inspecteur qui était donc venu m'inspecter et qui, à la fin de l'heure, me disait vous devez bien dormir le soir. Tellement, justement, l'énergie qu'on donne pour intéresser nos élèves, puisque, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, ils choisissent pas notre matière. Donc, on doit aussi leur donner cette envie d'apprendre une matière quelconque. Et forcément, ça demande énormément d'énergie. Et qu'est-ce que vous voyez d'autre comme raison qui peut-être n'encourage pas les enseignants à faire ce métier? Alors, au-delà de la question de la réputation des profs auprès des Français, de manière plus générale, le statut de professeur dans la société est de moins en moins valorisé. Et je pense que c'est lié là aussi peut-être aux revenus et donc à l'image qu'on se fait de cette profession, puisque si on compare avec le SMIC, qui, comme tu l'as dit, est le salaire minimal en France, en 1980 précisément, le salaire des jeunes enseignants était équivalent à 2,3 fois le SMIC. Là, je vous donne les chiffres qui ont été établis par un économiste qui s'appelle Lucas Chancel. Et aujourd'hui, c'est 1,2 fois le SMIC. Donc, vous voyez, on est très très proche du SMIC, alors que c'était plus du double dans le passé. Et donc, ça voulait dire un travail 2 fois plus valorisé, qui était vu comme quelque chose comme une réussite, en fait. Et aujourd'hui, c'est pas forcément vu comme une réussite d'être professeur, alors qu'on a un bac plus 5 et qu'on serait beaucoup mieux rémunéré dans d'autres professions pour le même niveau de diplôme. D'ailleurs, je me rappelais un ministre de l'Éducation que je n'aimais pas beaucoup, qui parlait des profs en les décrédibilisant justement, en leur disant: est-ce qu'il faut vraiment avoir un bac plus 5 pour changer des couches? Parce qu'ils ne connaissaient pas. Sérieusement? Ouais, sérieusement. Je dénonce, c'était Darcos. Et qui n'avait pas bien compris que en France, à l'école maternelle, puisqu'en France, l'école est obligatoire à partir de 3 ans, à l'école maternelle, on ne change pas des couches. D'ailleurs, les enfants sont censés être propres quand ils arrivent à l'école. Et on fait rien si on change pas de couche. Et ils n'avaient absolument pas conscience de tout ce qui était proposé aux élèves. Et moi, je me rappelle, la première fois que je suis arrivée dans la classe de grande section, donc les élèves qui ont 5 ans, dans la classe de ma mère, j'étais étonnée et bluffée par le niveau finalement qu'on leur demandait. Et je me rappelle avoir assisté à un cours un petit peu d'histoire de l'art, et j'étais étonnée des capacités des jeunes enfants. Et je trouve ça fou justement qu'on soit passé aujourd'hui à, quand on veut être prof, comme si c'était une voie par défaut, certes sécuritaire encore aujourd'hui, mais effectivement un peu ce qu'on appelle une voie de garage, qui est très peu valorisée par le reste. Et moi, quand je suis sortie de bac scientifique, quand tout le monde partait en prépa, en médecine, en école d'ingénieur, et moi je voulais être prof des écoles, donc quand on est prof en élémentaire maternelle, et on m'avait dit: ah, tu veux être que ça. Et c'est terrible, parce que finalement c'est un peu l'avenir de la planète, puisque ce sont nos enfants à qui on donne une instruction. Donc, Mais là, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur ce qu'a dit Darcos, là. C'est que il y a aussi le fait
fait, peut-être que il y a un gros pourcentage de femmes dans l'éducation nationale et que du coup, la perception de la société des profs est aussi liée au sexisme qui est aussi évidemment hein, dans la société et à l'idée pour certains que du coup c'est un revenu d'appoint pour une femme dans un couple dont le mari serait ingénieur ou avocat et gagnerait plein d'argent, quoi. La deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est ce que tu disais par rapport au fait que c'est un métier avec une certaine stabilité due au fait que qu'on est fonctionnaire. Moi, j'avais dans l'émission que j'ai regardée, dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait une enseignante allemande à la retraite aujourd'hui, mais qui racontait qu'elle avait entendu des élèves après l'école ou pendant la récré ou je ne sais pas, en train de discuter entre eux et de se demander « Et toi, tu voudras faire quoi après ?» Ils disaient « Ah, moi, j'aimerais bien faire des études de chimie, machin, je sais pas quoi. » Et il disait « Ouais, mais bon, on n'a pas d'assez bonnes notes pour faire ça. Bon, on va être obligé d'être prof, quoi. » Oui, donc si ceux qui ont la vocation ne peuvent plus devenir professeurs à cause d'un mauvais salaire et de mauvaises conditions et qu'on laisse la place à ceux qui n'ont pas de vocation, c'est dommage. C'est dommage, exactement. Oui, et puis en plus, là on voit que comme il y a des postes qui ne sont pas pourvus, l'éducation nationale déjà est obligée d'accepter un petit peu tout le monde. Alors, il y a quand même, c'est pour ça qu'il y a des postes qui ne sont pas pourvus, c'est qu'ils n'acceptent quand même pas tout le monde, mais du coup, le niveau est beaucoup plus bas. Et qu'ils décident de faire des campagnes de recrutement un petit peu à la va-vite, sous le terme anglais de speed dating, où j'ai vu ça en aussi. 30 minutes, on recrute des gens qui n'ont aucune formation d'enseignant, qui ont peut-être quand même un niveau licence minimum, mais qui n'ont jamais enseigné, et qui se retrouvent après ces 30 minutes enseignants. Et en fait, ça crée un peu un cercle vicieux parce qu'on dit aujourd'hui, beaucoup d'enseignants se plaignent aussi du nouveau rôle des parents qui met beaucoup la pression sur les enseignants, qui vont être très intrusifs, qui vont avoir des avis sur tout, alors qu'ils n'ont pas forcément de formation. Et finalement, c'est terrible parce que comment en vouloir à un parent d'avoir peut-être une opinion négative sur un enseignant qui n'est pas formé quand il a été recruté en quelques minutes, et comment cet enseignant contractuel va pouvoir prendre confiance si c'est dans ce cercle de méfiance et ce cercle vicieux. Et c'est vrai que c'est compliqué pour enrayer la situation et revenir à des conditions beaucoup plus apaisées et juste normales pour pouvoir enseigner dans des bonnes conditions. Là, il y a un autre facteur qui joue aussi, c'est l'évolution des mentalités en termes de commercialisation un petit peu de l'éducation. Les gens payent et s'attendent à un service. Et veulent que ce service soit rempli immédiatement et correctement, et si les enfants n'ont pas immédiatement des bons résultats, c'est que les profs doivent pas être bons. Ouais. Et que ce soit dans le public ou dans le privé, cette mentalité s'applique dans les deux cas. Bon, dans le privé, ils payent directement, dans le public, c'est à travers les impôts, mais la logique reste la même. Complètement, ouais. Et ce problème de manque de formation des enseignants contractuels qu'on recrute pour boucher les trous en quelque sorte, en réalité on le retrouve aussi avec les enseignants fonctionnaires parce qu'on a une bonne formation dans notre discipline, mais quand on passe par exemple l'agrégation, je parle de ce que je connais, on doit être très bon en histoire, un petit peu bon en géographie aussi puisqu'on a des épreuves de géographie, mais pas forcément bon pour enseigner en fait. On a quelques épreuves orales mais dans lesquelles on ne se comporte absolument pas comme si on était face à des élèves.
On va plutôt utiliser des termes compliqués parce que on cherche à montrer qu'on maîtrise bien la discipline face à un jury qui est composé d'universitaires qui ne connaissent pas non plus ce que c'est que d'enseigner dans un collège ou un lycée. Et on peut même échapper à toute formation. Par exemple, dans mon cas, j'ai pu valider donc le stage. Ce qu'on appelle le stage, c'est une première année d'enseignement à l'issue de laquelle on devient réellement fonctionnaire. J'y ai échappé je l'ai validé parce que j'avais enseigné dans le supérieur pendant un nombre d'heures suffisant. Et donc ça a été validé sans même que j'ai été face à une classe. Et mes amis qui, eux, étaient partis tout de suite au lycée ou au collège, ont eu quelques petits cours dans le cadre de ce qu'on appelait l'IUFM, qu'on appelle maintenant l'INSPE, donc c'est Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. Et c'est donc un institut de formation qui donnait des cours, mais eux, ils n'ont pas trouvé ça utile du tout. On leur donnait des conseils comme ne rendez surtout pas les copies le vendredi parce que les élèves pourraient se suicider le week-end si ils ont une mauvaise note. Voilà, donc on n'a pas plutôt enseigné aux professeurs à comment faire en sorte que leurs élèves, je sais pas, n'aient pas envie de se suicider tout court. Et donc, oui, il y a vraiment un problème au niveau de la formation pédagogique en France. Et ça, c'est peut-être plus une spécificité française. Je sais pas comment c'est dans les autres pays. Toi, Cécile, tu avais eu des cours sur la pédagogie en Écosse ? Oui, nous on avait eu des cours sur la pédagogie alors nous déjà c'était un peu particulier. Déjà en Écosse c'était pas un concours et on était les professeurs de primaire et les professeurs du secondaire, on était ensemble. On avait juste parfois des matières spécifiques à notre matière, mais on était plutôt bien accompagnés. Après, une autre spécificité, c'est qu'on avait toujours quelqu'un dans notre classe au début quand on enseignait. Par contre, ça a quand même deux effets entre guillemets un peu pervers. C'est que d'une, ce ne sont pas nos classes. Donc on n'est pas vu comme un enseignant à part entière au début. Donc c'est pas forcément facile pour faire ses armes. Et la deuxième chose, c'est qu'on a des avis contradictoires des professeurs qui nous mentorent. Et ça, c'est très compliqué, justement, d'avoir ces avis divergents qui vont nous dire non, il faudrait faire comme ça, et quelqu'un d'autre qui dit non, tu devrais faire l'inverse. Et du coup, on sait plus trop, forcément, dans quelle direction aller. Oui, effectivement, on ne nous rend pas du tout la vie facile en nous fournissant un cadre d'enseignement qui est vraiment pas le plus adapté. Il y a la question, par exemple, du nombre d'élèves par classe. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a semblé central dans mon expérience d'enseignement. C'est que j'avais donc des classes autour d'une trentaine d'élèves. C'est tout à fait classique pour un lycée. J'ai vu que la moyenne, c'est 30,2 élèves au lycée et 25,6 élèves par classe au collège. Et en fait, c'est très, très difficile de faire cours à autant d'élèves en même temps. Alors que quand on les a en demi-groupe, ce qu'on appelle un demi-groupe, c'est donc la moitié de la classe, c'est vraiment plus confortable, c'est beaucoup plus facile d'enseigner de cette manière-là aux élèves en fait, parce qu'on va pouvoir faire attention aux besoins de chacun et on va pouvoir aussi avancer plus vite grâce à ça. Sur la question des conditions d'enseignement aussi, je pense qu'il y a un rôle important des inégalités, parce qu'en France, en fait, on a de plus en plus d'établissements où tous les enfants, ou quasiment tous les enfants, tous les élèves viennent de familles défavorisées. Et c'est quelque chose qui s'accentue. On va plutôt vers moins de mixité sociale dans les établissements. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut nuire à l'apprentissage parce que si dans une classe, tous les enfants ont des familles qui ne peuvent pas les aider, ils vont pas non plus pouvoir s'aider entre eux au cas où un professeur soit absent ou un devoir soit difficile. Et du point de vue des futurs enseignants, les difficultés rencontrées dans ces établissements plus défavorisés, c'est aussi quelque chose qui rebute, qui peut ne pas donner envie d'enseigner parce qu'on a peur d'être envoyé dans un établissement particulièrement difficile. Voilà. Et ça, je me demande si c'est pas une particularité française. Toi, Raphaël, qui a vu des documentaires sur l'éducation dans les autres pays, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, qui étaient peut-être différentes ou pareilles que ce qu'on a en France ? Au niveau européen, il y a quand même beaucoup de similarités sur beaucoup de sujets. Effectivement, dans beaucoup de pays, il y a des difficultés de recrutement, il y a des problèmes de salaire.
ce dont tu parles avec les disparités sociales, dans l'un des documentaires que j'ai vu, il parlait du Portugal. Et c'est vrai que là-bas aussi, il y a des zones avec des situations sociales très différentes. Et il y avait notamment une enseignante de chimie qui était interviewée dans ce documentaire, qui disait qu'il y avait vraiment une division un petit peu de la société, avec d'un côté des écoles avec des situations sociales complexes et de l'autre des écoles avec des élèves arrogants qui pensent que les enseignants sont leurs employés. Et qu'on a un peu une disparition au milieu de la classe sociale, des classes moyennes, pardon, qui du coup... qui aurait un rapport normal à l'école. Un rapport normal à l'école, voilà, exactement. Et il y a un chiffre aussi dans le documentaire que je regardais qui m'a marqué, c'était qu'il disait qu'en 2030, il manquera 68 000 profs en France et en Allemagne. Et voilà, donc il y a du boulot. Il y a du boulot et on peut vraiment se demander ce qui devrait être fait pour éviter cette situation. Ça me semble être une parfaite transition avec notre conclusion. Est-ce que vous avez des rêves, des mesures à mettre en place pour que les personnes qui aiment transmettre aient envie de redevenir enseignants en France ? Moi, j'ai plein de rêves. Je pense qu'il faudrait un changement profond, comme on l'a dit, au niveau des méthodes, de la mixité sociale, mais aussi des salaires. Et que ce soit les salaires ou tout le reste, ça demande beaucoup d'argent. Et ce qui m'a vraiment frappée dans ce que j'ai pu lire et entendre en préparant ce podcast, c'est qu'en fait, ça n'a vraiment pas de sens de ne pas investir dans l'éducation, puisqu'il y a des études comme celle de Yann Algan et Thomas Ernoult qui ont montré que investir dans l'éducation sur le long terme et même sur le moyen terme, c'était très 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 bénéfique pour la croissance économique, tout simplement, parce que ça permet d'avoir une population qui est plus productive, avec une meilleure capacité d'adaptation aux nouvelles technologies, mais aussi la capacité de travailler en groupe. Or, aujourd'hui, notre économie, elle fonctionne de moins en moins de manière verticale. Il faut savoir plus travailler en groupe. Une économiste qui s'appelle Élise Huillery arrivait même à la conclusion, d'après des travaux d'économistes très récents, qu'aujourd'hui, ça ne coûte rien. Ça coûte 0 sur le long terme d'investir dans l'éducation. Tout va être rendu, en quelque sorte, plus tard par la croissance économique. Et donc, je trouve ça incroyable que dans ces conditions, avec ces travaux qui montrent que ça ne coûte rien d'investir dans l'éducation, on ne le fasse pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la phrase « Quand on ouvre une école, on ferme une prison ». Que je trouve très jolie, justement, de voir ce que tu disais, Sybille, de l'investissement qu'on donne à l'école. C'est on reçoit tout de suite, finalement, les bénéfices. Et moi, je rêve, je crois, de l'éducation nationale qui traite aussi bien ses enseignants qu'elle leur demande de traiter les élèves, puisqu'on dit aujourd'hui aux enseignants d'être bienveillants avec ses élèves. Et j'aimerais qu'elle fasse exactement la même chose avec ses enseignants, parce que c'est un métier qui est pas facile et pour autant qui est passionnant. Et je pense que effectivement, les rémunérer, certes, c'est quelque chose de nécessaire, mais qui ne s'arrête pas juste à ce qu'ils gagnent à la fin du mois, mais juste d'être capable de faire leur métier dans de bonnes conditions pour donner le meilleur aux futurs citoyens de notre planète. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui. L'école est terminée. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et si vous avez envie d'aller plus loin, la transcription et des activités sont disponibles sur Patreon. Un grand merci pour votre soutien et à bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.